Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un texte qui est, franchement, c'est une véritable leçon de manipulation littéraire. C'est exactement ça, oui. Une vraie masterclass. C'est une œuvre qui nous accueille avec un grand sourire, tu vois. Ça commence comme une comédie de mœurs super légère, presque un vaudeville, et finalement, ça nous entraîne vers une conclusion d'une noirceur absolue. Oui, on s'y attend pas du tout quand on lit les premières pages. Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'ingénu, ce fameux conte philosophique publié par Voltaire en 1667, non, pardon, en 1767. Et pour vraiment comprendre ce qui se joue là-dedans, on a rassemblé une bonne pile de documents très éclectiques. On a tout. Des résumés littéraires classiques, bien sûr. C'est ça, mais on a aussi des textes historiques hyper pointus sur l'évolution de ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage. Et il y a surtout cette étude universitaire fascinante qui se penche spécifiquement sur la dénonciation des violences morales et sexuelles faites aux femmes dans cette histoire. Parce que oui, c'est un sujet central du livre, même si on ne le retient pas toujours. L'objectif de notre plongée dans ces sources, c'est vraiment de comprendre cette métamorphose du récit. Voltaire, c'était un maître absolu dans l'art d'utiliser le rire comme cheval de Troie. Il nous fait rire pour mieux nous piéger, en fait. Exactement. Sous couvert d'une histoire fantaisiste sur le choc culturel d'un étranger qui découvre la France, il construit un piège redoutable pour ses lecteurs de l'époque. Il les attire avec des situations absurdes pour ensuite leur asséner une critique féroce. Une critique de la monarchie absolue de Louis XIV, de l'hypocrisie religieuse ambiante, d'une bureaucratie complètement kafkaïenne, et au final, de la corruption humaine dans ce cas-là de plus sombre. Voilà. Alors, pour bien commencer, il faut peut-être poser le décor, non? Ouais, carrément. Le contexte est crucial. L'intrigue ne se passe pas du tout au moment où Voltaire écrit, en 1767. Il situe l'action bien avant, en 1689. Est-ce qu'il n'est pas un hasard historique? On y reviendra. Un jeune homme débarque d'un navire en Basse-Bretagne. Il vient du Canada. C'est un Indien huron. Et il attire direct l'attention de tout le monde dans le coin. Surtout celle du prieur local, l'abbé de Carcabon, et de sa sœur. Le gars est grand, athlétique, mais surtout, et c'est là le ressort comique, il a une particularité qui détonne complètement. Il n'a absolument aucun filtre social. Aucun. Il dit et il fait exactement tout ce qui lui passe par la tête. C'est pour ça qu'on le surnomme très vite l'ingénu. Et là, Voltaire nous sort un ressort scénaristique digne des meilleures telenovelas. Ah oui, le coup des portraits. C'est ça. Grâce à de vieux portraits miniatures que le jeune Huron porte sur lui, le frère et la sœur, Carcabon, réalisent avec une stupeur totale que ce sauvage est en fait leur propre neveu. Le fils de leur frère qui était parti en Amérique des années plus tôt. C'est gros comme une maison. Mais ça marche. Ça marche super bien. Mais ce qui est vraiment significatif ici, au-delà de la blague familiale, c'est que Voltaire utilise un archétype littéraire extrêmement puissant. Le fameux mythe du bon sauvage, c'est vraiment le cœur de nos textes historiques aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas Voltaire qui a inventé ce concept, loin de là. Ça remonte à quand exactement? Ça commence dès la fin du XVe siècle, en fait, avec les tout premiers récits des explorateurs européens. Ils décrivaient des populations indigènes qui, soi-disant, vivaient dans une innocence originelle parfaite. Genre, ils ignoraient le mal, la tromperie, la propriété privée. Voilà. Et c'est une idée qui a été reprise et affinée par de grands penseurs bien avant le siècle des Lumières. Je pense tout de suite à Montaigne. Absolument. Montaigne est incontournable là-dessus. Au XVIe siècle, il consacre un chapitre entier de ses essais aux cannibales et il écrit un truc intellectuellement révolutionnaire pour son époque. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique qu'en réalité, ce que nous on appelle la barbarie, c'est tout simplement ce qui ne relève pas de nos propres coutumes. C'est super moderne comme vision. Très moderne. Il utilise le regard de l'étranger pour relativiser notre propre culture. C'est un outil philosophique redoutable pour remettre en question la prétendue supériorité morale européenne. Ce qui nous amène à la période de Voltaire où ce mythe était vraiment partout. Mais en lisant nos analyses littéraires, on comprend très vite que Voltaire n'aborde pas ça de la même manière que son grand rival. Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Rousseau, lui, il théorisait que l'humanité avait connu un âge d'or à l'état de nature, et que c'est la société civile qui a corrompu l'homme. Mais Voltaire détestait cette idée. C'était un homme de salon, un mondain. Il ne croyait pas une seule seconde à ce paradis perdu. Il s'en moquait même ouvertement. Complètement. Il ne voit pas l'état de nature comme un idéal absolu à atteindre. Il se sert plutôt de l'ingénu comme d'un outil pragmatique. Son regard naïf, vierge de tout préjugé, ça lui permet surtout de contourner la censure pour exposer les absurdités de la société française. C'est presque de la science-fiction en fait, hein. C'est l'alien qui débarque sur Terre et qui demande avec candeur « mais
pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement cette dynamique qui génère toute la comédie de la première partie. Le décalage entre la logique brute de l'ingénu et nos règles arbitraires, ça crée des étincelles. Surtout avec la religion. Ah, l'apprentissage religieux du Huron, c'est un très grand moment. Sa famille bretonne veut absolument le convertir, normal pour l'époque. Donc ils lui font lire la Bible. Mais lui, il la lit avec sa logique implacable. Il interprète tout au pied de la lettre. Ce qui donne la fameuse scène du baptême. Toutes les analyses s'y attardent, hein, c'est un classique. Le jour de la cérémonie, le gars est introuvable dans l'église. On le cherche partout et on finit par le trouver dehors. Complètement nu, en train de grelotter dans l'eau glacée d'une rivière bretonne. En attendant calmement qu'on vienne le baptiser. Et quand on lui demande ce qu'il fabrique, il répond très sérieusement qu'il a lu que l'eunuque de la reine Candace avait été baptisé dans un ruisseau. Et il refuse de le faire autrement parce qu'il ne trouve aucune mention d'une église ou de fond baptisement dans les textes sacrés. C'est à mourir de rire, mais sous la farce, Voltaire pose un concept philosophique hyper lourd, l'affrontement entre la loi naturelle et la loi positive. C'est un point central. Pour faire simple, la loi naturelle que l'ingénu incarne à ce moment-là, c'est l'instinct, le bon sens inné, la justice universelle. Et en face, on a la loi positive. C'est ça. La loi positive désigne l'ensemble des règles, des dogmes religieux, des conventions administratives inventées par les humains au fil du temps. Et le regard neuf de l'ingénu agit comme un révélateur photographique. Il montre à quel point cette loi positive est souvent complètement illogique. Et ça va devenir un énorme problème pour lui quand il tombe amoureux. Évidemment. Après son baptême, il flash sur la belle mademoiselle de Saint-Yves qui l'a accompagné dans sa conversion. Pour lui, la suite logique est évidente. On s'aime, donc on se marie. C'est la loi naturelle, sauf que le mur de la loi positive lui tombe dessus direct. L'Église interdit formellement ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu le rôle de sa marraine au baptême. Donc pour l'Église, il y a un lien de parenté spirituelle. Pour le Huron, c'est complètement débile. Comment un acte symbolique pourrait empêcher un amour réel? Il insiste tellement, il se met tellement en colère que la famille panique et enferme carrément Mademoiselle de Saint-Yves dans un couvent pour l'éloigner. Et là, l'histoire s'accélère. Une flotte anglaise attaque soudainement la côte. L'ingénu prend la tête d'une milice, repousse l'invasion et devient le grand héros du coin. Fort de sa victoire, il a une idée qui lui semble parfaitement logique. Il va aller à Versailles, voir le roi Louis XIV, annoncer sa victoire, demander sa médaille et exiger l'autorisation d'épouser Saint-Yves. Et c'est le début d'une longue descente aux enfers. En quittant sa province, il quitte la comédie pour entrer dans la broyeuse politique. Et c'est là que la date de 1689 prend tout son sens. Oui, les textes historiques de notre corpus l'expliquent très bien. Sur la route, l'ingénu traverse des villes en chaos et croise des foules de protestants en larmes qui fuient le pays. C'est la fameuse révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV 4 ans plus tôt, en 1685. Exactement, le roi a annulé la tolérance religieuse. Du jour au lendemain, les Huguenots perdent leurs droits, leurs temples sont détruits, ils sont persécutés. Notre ingénu, avec son empathie naturelle, est choqué. Il discute avec eux et promet naïvement d'en parler au roi. Il veut lui dire que c'est une erreur de se priver de si bons citoyens. Sauf qu'un espion jésuite traîne dans l'auberge. Il écoute tout et écrit direct à Versailles au père de la chaise. Le très puissant confesseur de Louis XIV. La machine absolutiste se met en route. Quand l'ingénu arrive à Versailles, il s'attend aux honneurs militaires. À la place, il découvre un labyrinthe bureaucratique terrifiant. Le pouvoir central est sourd, déshumanisé. Ses exploits héroïques en Bretagne ne valent absolument rien face au réseau d'influence et aux courbettes. Et le couperet tombe. Une nuit, on l'arrête dans sa chambre. Sur la simple base de la lettre de l'espion et d'une autre lettre d'un rival amoureux de province. Sans enquête, sans juge. Sans avocat. C'est l'application de la lettre de cachet, l'arbitraire royal pur. Le voilà enfermé à la Bastille. C'est un pivot majeur. Voltaire dénonce cette tyrannie institutionnalisée, mais le paradoxe incroyable, c'est que c'est dans cette prison que l'œuvre devient un véritable roman d'apprentissage, un Bildungsroman. Parce qu'il n'est pas seul dans sa cellule. Il la partage avec Gordon, un vieux prêtre janséniste, emprisonné depuis des années. Faut qu'on s'arrête 2 secondes sur le jansénisme, parce que c'est capital dans le bouquin. C'était quoi exactement? C'était un mouvement catholique très austère au XVIIe siècle. Leur grande querelle avec les jésuites portait sur la grâce et la prédestination. En gros, ils pensaient que ton salut était décidé par Dieu avant même ta naissance, c'est ça? C'est ça. Quoi que tu fasses de bien ou de mal, ton destin est scellé. Une vision ultra sombre qui agaçait le roi, d'où la prison pour Gordon. Et là, la dynamique entre les deux est géniale. Le vieux prêtre prend le genuron sous son aile, la cellule devient une vraie salle de classe.
Gordon lui enseigne les maths, l'histoire, la philo. Il lui fait lire Molière. Et c'est beau, parce que c'est au moment où son corps est emprisonné que son esprit se libère. L'ingénu dit d'ailleurs cette phrase magnifique. « J'ai été changé de brute en homme ». C'est là que Voltaire tacle définitivement Rousseau. Pour Voltaire, la nature pure, c'est bien beau, mais l'éducation, la culture et la connaissance sont indispensables pour élever l'âme humaine. Sauf que l'élève finit par donner une leçon au maître. Oui, le bon sens du Huron reste intact. Avec sa logique claire, il demande à Gordon « Mais attends, si mon destin est déjà scellé par Dieu, à quoi ça sert d'essayer d'être quelqu'un de bien? Pourquoi toutes ces règles si tout est écrit ?» Il déconstruit les labyrinthes théologiques de Gordon avec des questions toutes simples. Il guérit le prêtre de son propre fanatisme. C'est brillant. Mais pendant qu'ils s'élèvent intellectuellement dans leur cachot, dehors, le monde réel continue de broyer les innocents. Le récit bascule alors dans le roman sensible, très tragique. Mademoiselle de Saint-Yves s'échoppe de son couvent et fonce à Versailles pour sauver l'ingénu. Elle découvre qu'il est à la Bastille. Et là, on rentre dans le dur de l'étude universitaire qu'on a lue sur la condition féminine. À Versailles, on lui fait comprendre qu'un seul homme peut le libérer. Le puissant ministre Saint-Pouange. Elle obtient une audience. Elle pleure, elle l'implore. Et ce ministre, face à cette jeune femme désespérée, lui impose un chantage absolument immonde. Il a la lettre de libération en main. Il accepte de la signer, à la seule condition qu'elle passe la nuit avec lui. C'est d'une brutalité glaçante. Les chercheurs montrent bien comment Voltaire dresse le portrait lucide d'une société patriarcale totalement corrompue. Les femmes vulnérables y sont traitées comme de simples monnaies d'échange. Le dilemme de Saint-Yves est atroce. Pour sauver la vie de l'homme qu'elle aime, elle voit sacrifier son honneur. Ce qui, à l'époque, était littéralement la seule valeur qu'on accordait à une femme. Totalement acculée, elle cherche un conseil spirituel. Et elle va voir un ami de la famille, le père tout à tous. Ah, le bien nommé. C'est la caricature cinglante du jésuite complaisant. Ce dialogue avec lui, c'est l'exemple parfait de la casuistique, non? Totalement. La casuistique, c'est cette rhétorique tordue qui permet de justifier l'injustifiable. Au début, quand elle explique son problème sans donner le nom du ministre, le prêtre crie au péché mortel. Mais dès qu'elle prononce le nom de Saint-Pouange, le mec retourne sa veste à la vitesse de la lumière. Il comprend qu'il a intérêt à se mettre ce puissant ministre dans la poche. Alors il commence à lui expliquer que, commettre cet acte, c'est pas vraiment un péché, si son âme n'y consent pas. Il cite même des vieux textes, hors contexte, pour lui prouver qu'en couchant avec le ministre, elle fait un acte d'une grande vertu, puisque son intention de sauver un innocent est pure. C'est une manipulation psychologique abjecte. Il offre une caution religieuse à un viol institutionnel. Voltaire montre comment les élites religieuses et politiques bossent main dans la main pour broyer les faibles. Poussée à bout, elle finit par céder. Elle se sacrifie. Le lendemain, l'ingénu et Gordon sont libérés. Sur le papier, on pourrait se dire « chouette, un happy end, ils sont libres à Paris, on reparle de mariage ». Mais le coût moral a été beaucoup trop élevé. Le texte devient d'une tristesse infinie. Mademoiselle de Saint-Yves ne supporte pas ce qu'elle a dû faire. Elle est rongée par la honte et la culpabilité, sa santé décline très vite, elle finit par avouer la vérité à l'ingénu sur son lit de mort. C'est déchirant, on est à des années-lumière de la comédie du début. Elle meurt de chagrin, littéralement détruite par ce monde corrompu. Voltaire refuse la facilité du conte de fées. C'est vrai que la fin laisse un goût ultra amer. Le ministre a des remords tardifs. Il couvre l'ingénu de richesses et de grades militaires. L'ingénu devient un grand officier, un philosophe stoïque. Gordon jette ses dogmes à la poubelle et vit avec lui. Et c'est là qu'une de nos analyses cite Jean Starobinski, qui compare ce livre à un fusil à deux coups. C'est hyper pertinent. Oui, parce que Voltaire a tiré sur tout ce qui bouge. Il allume les jésuites hypocrites, mais aussi les jansénistes dogmatiques. Il détruit l'idéalisme béat du bon sauvage de Rousseau, tout en pulvérisant l'idée que notre civilisation serait moralement supérieure. Il rejette l'optimisme aveugle, qui dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il refuse aussi le désespoir total. Ça se voit dans la dernière phrase du livre, qui devient la devise de Candide. Malheur est bon à quelque chose. C'est d'un pragmatisme absolu. Le monde est cruel, la bureaucratie broie des vies, mais l'expérience qu'on en tire doit nous servir à avancer, à agir. C'est la force de ce texte. Ça commence avec un touriste amérindien en tongs en Bretagne et ça finit en miroir implacable de notre cruauté. Son regard décalé expose toutes ces absurdités devenues invisibles à force d'habitude. Et ça m'amène à une réflexion pour clôturer notre épisode. Imaginons qu'on applique la méthode de Voltaire aujourd'hui. Oh, vaste programme. Qui serait l'ingénu de notre époque contemporaine? Si un observateur extérieur, ultra logique, débarquait demain matin, qu'est-ce qui le choquerait? Il y a l'embarras du soi, franchement.
Rien que nos systèmes administratifs. Pourquoi on rend nos impôts si complexes alors que l'État a déjà tous les chiffres? Juste parce que des industries entières vivent de cette complexité? Ou notre rapport aux technologies. Mais grave! Imagine la tête du mec en voyant qu'on accepte volontairement de laisser des algorithmes opaques manipuler nos émotions, nos désirs, nos infos, juste pour recevoir l'approbation virtuelle d'inconnus sous forme de petits cœurs sur un écran. Des trucs qu'on fait tous les jours sans sourciller, mais qui lui paraîtraient d'une absurdité effrayante. C'est un exercice de pensée génial. Et sur ce, on laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. À la prochaine pour une nouvelle plongée. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.